Une des meilleures façons de connaître un métier, c'est en quelque sorte de donner la parole aux professionnels. Le témoignage de l'intérieur qu'on vient de voir en partie dans le film et qu'on va vivre maintenant aussi permet plus facilement d'identifier avec le vécu les caractéristiques de ce métier, ses particularités, sa chair même, comme on dit couramment aujourd'hui, son ADN. Être terrassier, d'une certaine façon, c'est être aventurier, c'est se confronter à des situations complexes, à des conditions difficiles, travailler avec la nature pour l'adapter aux besoins du développement. Le terrassier est le premier sur les lieux. Le terrassier prépare pour ceux qui suivent. In fine, son ouvrage s'inscrit tellement dans le paysage qu'on a du mal à imaginer parfois la démarche qui a conduit au résultat. Bien entendu, le terrassier n'est pas seul. Il y a quand même un maître d'ouvrage qui a exprimé un besoin, un maître d'œuvre qui a conçu un projet, qui a apporté une réponse en tenant compte des contraintes existantes connues au stade de cette conception. Mais chacun sait que le chantier est quelque chose de différent à chaque fois, que chaque chantier est un prototype, que tout ne peut pas être prévu à l'avance, que le premier arrivé est celui qui rencontre les premiers obstacles. C'est à lui de les surmonter pour que le chantier ne prenne pas de retard. C'est tout cela que nous allons évoquer dans cette première table ronde qui rassemble, alors dans l'ordre, Jean-Michel Bueza, président directeur général de l'entreprise Bueza, qui est une PME de Béziers spécialisée dans le terrassement. Je saute Gilles Cartier, je le présenterai tout à l'heure. Laurent Amar, directeur opérationnel de NGE dans le Sud-Est, président de la Fédération régionale des travaux publics PACA et vice-président du MEDEF PACA. Je rappelle que NGE est un des leaders du terrassement, spécialiste. Et Jean-Philippe Ria, directeur du pôle terrassement, démolition, dépollution du groupe Eiffage, regroupant les activités régionales de terrassement, de travaux d'enrobés et d'activités de démolition, dépollution. Enfin, à ces trois entrepreneurs s'ajoute Gilles Cartier, qui a accepté de jouer le rôle de représentant de la maîtrise d'œuvre. Gilles Cartier, je le rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas, a assumé de nombreuses responsabilités au LCPC, à la SNCF, et notamment à la direction de la ligne TGV Méditerranée, à Inexia, filiale ingénierie de cette même SNCF, qui a participé aussi à la fusion de cette entité avec Systra et Xelis pour former Systra, et qui a dirigé pour la France jusque récemment Systra. Gilles Cartier, avec le recul qui sied, commentera certains aspects de nos échanges. Je vais commencer tout de suite avec vous, messieurs les entrepreneurs. Je vais demander à chacun d'entre vous de bien vouloir choisir un mot, une expression pour caractériser votre métier, et puis bien sûr d'expliquer un peu ce que sous-tendra ce mot ou cette expression. On va commencer par Jean-Michel Bueza, si vous voulez bien. Vous prenez le micro qui est devant vous. Je pense qu'ils sont prêts. Marche. Vous m'entendez ? Voilà. Jean-Michel Bueza, je vous écoute. Nous vous écoutons. Pour moi, le mot qui représente le plus le terrassement, c'est l'adaptabilité. J'ai un peu l'habitude de dire on est le seul métier, ou du moins on est le métier des travaux publics où on vend un produit où on traite un marché avant de l'avoir fait et on ne fait jamais le produit qu'on a vendu ou qu'on a traité. Et pour moi, le métier se résume dans ces deux termes. Un petit peu. Laurent Amar, pour vous, que signifie être terrassier ? Réactivité. Réactivité parce qu'il faut apporter des solutions toujours et toujours plus vite parce que les conditions de réalisation des chantiers changent, parce que la météo change, parce que le sol change, parce que les besoins du client souvent changent. Alors il faut réagir et réagir vite. Donc assurément réactivité. Jean-Philippe Ria, vous prenez le micro jaune. Micro jaune également. Moi, j'aurais dit pilotage des opérations. Michel l'a un peu dit dans son discours introductif. On est souvent le mandataire des chantiers, des opérations. On est forcément présent au départ. Et puis, on nous retrouve tout au long du chantier. Puis, souvent à la fin aussi pour la fin des travaux. Donc, pilotage des opérations, je trouve que ça colle bien. Adaptabilité, réactivité, pilotage d'opération. Gilles Cartier, vous, en tant que maître d'ouvrage et maître d'œuvre, comment vous entendez l'entreprise de terrassement ? Qu'est-ce que vous pensez de cette définition, de ces définitions ? Quelle est votre vision ? Qu'est-ce qui caractérise les terrassiers pour vous ? Oui, ça me va bien, mis à part l'ouvrage qui n'est pas celui qu'on avait prévu au début. Bon, mais on en rediscutera.
J'ai envie de dire, si je prends une métaphore médicale, que pour moi, le terrassier, c'est à la fois un généraliste et un spécialiste. Un généraliste parce que, effectivement, ça a été dit, il ouvre la voie, il découvre le terrain, il découvre les riverains, l'existant, il découvre l'environnement aussi, au sens de la biodiversité, et c'est lui qui va appréhender tous ces sujets avant que les autres corps de métier interviennent. C'est lui qui va donc coordonner tous ces corps de métier parce qu'il va définir avec son pilotage du mouvement de terre, qui la plupart du temps va être vraiment l'élément dimensionnant, comment organiser le chantier. Et puis bien évidemment, s'il y a des difficultés, c'est lui qui va organiser les différentes solutions pour aller plus vite, pour changer peut-être son fusil d'épaule. Mais c'est aussi, je dirais, un spécialiste au travers de la géologie, de l'hydraulique, de la géotechnique. Il manie des concepts qui semblent simples parce que c'est les sciences de la nature. Mais en fait, c'est une technicité très pointue. Il faut construire des ouvrages qui soient résistants, même s'ils sont en terre. Et puis, il faut bien réutiliser les matériaux, bien les compacter, bien les mettre en place. Donc, il doit avoir, je dirais, pour simplifier et ramener peut-être une seule expression, compris le problème. Et nous, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, c'est ce qui nous importe au terme d'une consultation, c'est de voir dans l'offre que le terrassier a compris le sujet auquel il va s'adresser. Pour moi, comprendre, ça veut dire qu'il a identifié les points durs, il a imaginé là où ça va poser problème, et puis bien évidemment, il en a tenu compte dans son offre, en moyens, en prix, c'est ce qui va nous rassurer, et c'est ce qui va faire qu'au-delà du prix, bien évidemment, on va choisir le mieux disant. Alors justement, peut-être qu'à partir de ce que vous venez de dire, on peut partir sur un schéma assez simple qui serait de voir comment le terrassier réagit à chaque étape du déroulement d'une affaire. Commencer à voir le déroulement de cette affaire partant de l'appel d'offres. Laurent Amar, quand vous avez cet appel d'offres, quelle est la chronologie jusqu'à l'attribution ? Alors on va partir de l'origine. On a un client qui a un besoin. Et qui a une idée apparemment qui n'est pas forcément celle qui est en finale. Ouais, enfin, ça c'est les conditions de réalisation qui vont nous le dire. Le client, il a un besoin. Alors, ça peut être une route, ça peut être une voie ferrée, une plateforme. Enfin, on a vu tout ça dans le film tout à l'heure. Ce besoin, il a besoin de le faire réaliser. Pour le réaliser, il a besoin d'une entreprise. Alors, une entreprise, on va dire, de travaux publics, et puis on va dire de terrassement, hein, puisque on est là avec les terrassiers, qui doit apporter une solution. Et cette entreprise, elle doit comprendre, Gilles l'a bien dit, le besoin et l'ouvrage en fait à réaliser. Et le client, il attend quoi de ces entreprises qu'il va consulter ? Il attend qu'elle explique comment elle va faire, qu'elle explique combien de temps ça va prendre et qu'elle explique combien ça va coûter. Le problème, c'est que parfois, le client et l'entreprise ne parlent pas la même langue. Alors on a besoin de mettre au milieu un maître d'œuvre, qui est un peu la liaison entre les deux. Alors, qui soit intégré dans les équipes de la maîtrise d'ouvrage, qui soit un bureau indépendant ou qui soit intégré dans l'entreprise, il y a une mission de maîtrise d'œuvre à définir. Et donc, ce maître d'œuvre, lui, il va définir l'ouvrage, il va faire des plans, il va faire des descriptifs. Dans le métier de terrassement, il va faire des sondages pour dire le terrain, les sols qu'on va rencontrer, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Bref, il va bâtir ce qu'on appelle un DCE, un dossier de consultation des entreprises. Puis les entreprises, là, à partir de ce dossier de consultation, qui est un dossier papier, une visite sur le site la plupart du temps, elles vont faire une proposition technique, une analyse technique et une proposition, une estimation financière. À partir d'hypothèses de méthodologie, d'outils utilisés, d'extraction, de transport, de mise en place, de mise en remblai, éventuellement de soutènement, éventuellement d'amélioration de sol. Puis ces hypothèses vont conduire à la construction d'un prix, d'une estimation qui va être remise. Puis ça, c'est la remise de l'offre. Et à partir de là, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, le client vont analyser ce que Gilles Cartier nous a bien dit pour voir si l'entreprise a compris. Puis des fois on gagne, des fois on perd. À partir du moment où on gagne, il y a une autre histoire qui commence, il y a une autre histoire qui doit s'écrire.
on va rester dans cette hypothèse. L'affaire est gagnée, donc c'est une autre histoire qui commence. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jean-Philippe Ria, vous nous racontez un peu cette adaptation, finalement, le choix des solutions techniques en fonction du cahier des charges qui a été fourni et du projet. Alors là, on vient traiter l'affaire. Donc on est dans ce qu'on appelle une phase essentielle et la période de préparation. On sait qu'un chantier bien préparé est un chantier pratiquement gagné. Donc là, dans cette période de préparation, en fait, on va vérifier, j'allais dire, les hypothèses de base, les données qu'on avait. Et on va essayer de voir quel est le scénario qui sera compatible entre ces hypothèses-là et puis l'objectif de notre client, hein, ce qu'il veut. Alors les hypothèses de base, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est des hypothèses qu'on a prises au travers des éléments qu'on avait. Donc, dans le cadre de la période de préparation, on peut être amené à faire des sondages complémentaires, par exemple, pour vérifier ces hypothèses, vérifier les volumes, vérifier les taux de réutilisation des matériaux, qu'est-ce qu'on pourra en faire. Et ça, on va essayer de le mettre en adéquation avec l'objectif du client. Et l'objectif du client, lui, on va le retrouver au travers des pièces du marché, au travers du cahier des charges. Donc voilà, donc c'est vraiment une mise en adéquation des hypothèses de base qui vont nous permettre de valider ou éventuellement de modifier des choix techniques. Alors on a un exemple qu'on connaît tous, hein, par exemple c'est sur le choix des couches de forme. On peut très bien avoir un marché qui a été initié avec des couches de forme granulaires avec des matériaux de carrière. Et on peut aussi, pendant la phase de préparation du chantier, voire en cours de chantier, trouver des solutions alternatives, utiliser des matériaux du site, des matériaux rocheux du site, ou éventuellement, on l'a dit tout à l'heure, utiliser des matériaux avec des techniques de traitement qui sont aujourd'hui très, très poussées pour pouvoir réutiliser les matériaux. Voilà. Donc les choix techniques peuvent évoluer aussi en cours de travaux. Quand les choix techniques ont été identifiés, définis, Jean-Michel Buesa, comment on s'organise dans l'entreprise pour ensuite lancer les travaux? Bon, là, pour l'instant, on n'a fait que réfléchir. Voilà. Après, il faut commencer à travailler. Et là, les choses commencent. On a commencé à imaginer comment on allait faire avant l'appel d'offres. On a préparé le chantier. Et déjà, on doit travailler. Et déjà, on a des changements qui arrivent. Premier changement, il faut avoir le matériel prévu. Très souvent, l'échelon n'est pas là, le matériel n'est pas forcément celui qui a été prévu et on commence à évoluer ou pas. En tout cas, on choisit du matériel, on le met en œuvre. Ensuite, on a des problèmes de météo qui font eux aussi faire évoluer dès le départ nos prévisions. Certains chantiers, on prévoit de les démarrer au mois de juin. Hein. On aime bien démarrer les chantiers au mois de juin pour régler les problèmes d'écoulement des eaux, de décapage. Ce n'est pas toujours le cas. Et le chantier commence à partir et on commence vraiment à travailler. Donc vous êtes parti. Laurent Amar, je m'adresse à vous pour voir un sujet qui est très souvent évoqué et qu'on évoquera souvent, c'est la valorisation de la ressource naturelle. C'est important ce thème. Et quelles sont les grandes lignes de la gestion, de l'approche de cette valorisation? C'est plus qu'important. Michel l'a dit, c'est le cœur du métier. Le film l'a dit, c'est le cœur du métier. Je pense qu'on va en parler pendant cette journée et demie. Comment faire simple? Le métier de terrassier, c'est extraire des matériaux, qu'on va appeler des déblais, les transporter et les mettre en œuvre. Et ça, on va l'appeler les remblais. Je schématise. Il peut se passer quoi? Il peut se passer que sur mon projet, malgré toutes les études qu'on a fait, malgré toute la réflexion qu'on a engagée, j'ai plus besoin de remblais que j'ai de déblais disponibles. Et donc, il va me manquer des matériaux. Et ces matériaux, je vais être obligé d'aller les chercher dans des carrières. Forcément, c'est des matériaux nobles, puisqu'ils sont prélevés dans le milieu naturel par les carriers. Et comme c'est des matériaux nobles, forcément, c'est des matériaux chers. Ce qui peut se passer ensuite, c'est que on a bien réfléchi, on a un équilibre entre nos déblais et nos remblais, on est au top de ce que c'est faire un terrassier. Et malheureusement, ces matériaux extraits, les déblais, sont a priori, et j'insiste bien sur le a priori, impossibles à réutiliser, à mettre soit en remblai, soit en couche de forme. Et là, même motif, même punition. Direction la carrière, matériaux nobles, matériaux chers. La valorisation, c'est faire en sorte que ces matériaux a priori non réutilisables le deviennent. Et c'est ça le savoir-faire du terrassier, c'est ça son expertise, c'est ça sa valeur ajoutée. C'est
à chaque matériau, à chaque ressource qu'il va trouver sur son chantier, qui de toute façon va être extrait parce que le chantier en a besoin, le projet le nécessite, en faire une réutilisation et pas le mettre en dépôt ou en décharge. Cette valorisation des matériaux, c'est l'économie circulaire. On l'a vu tout à l'heure dans le film, le terme a été employé. Nos anciens, ils faisaient de l'économie circulaire avant même l'invention du terme. Il faut en être conscient. C'est dans l'ADN du terrassier. Je rappelle que demain, on aura une longue période consacrée à l'économie circulaire. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Qui reprendra dans le détail un certain nombre d'aspects, y compris les aspects réglementaires, juridiques et autres, qui sont assez complexes. On a vu la valorisation des ressources naturelles, mais vous l'avez dit, le chantier ne se passe pas toujours de la façon dont on veut, il ne démarre pas forcément quand on veut, etc. Il y a des aléas. Jean-Philippe Riat, comme l'entreprise qui est en face de la matière brute, qui compose ce sol, la matière brute qui compose ce sol, gère l'aléa dans le sol. Ouais, alors, on n'est pas tout à fait dans des problématiques d'aléas. Il y a des choses qu'on ne rencontre pas forcément en démarrage de chantier. Aujourd'hui, ce qui est la difficulté qu'on a en tant que terrassier, c'est qu'on arrive sur un milieu naturel. Alors, dans le cas de terrassement en milieu naturel, bien évidemment, dans un milieu qui est vierge. Et en fait, la difficulté, alors qui pourrait être assimilée à un aléa au sens de dire on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver, mais l'implantation d'un projet dans son milieu naturel entraîne obligatoirement des problèmes vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la biodiversité. Et l'objectif du terrassier, quand il arrive, et il est le premier arrivé, c'est d'essayer de réduire cet impact sur le milieu naturel. Donc pour réduire cet impact sur le milieu naturel, y a des choses qu'on peut faire. Hein. Déjà, on peut essayer de réduire l'impact des travaux en termes de surface, je dirais, qui impacte directement le milieu par rapport aux acquisitions foncières. Souvent, on a des acquisitions foncières qui sont des acquisitions administratives qui font qu'on ait une surface relativement large, et on peut, de fait, dans nos travaux, limiter par les décapages, par les débossements, on peut limiter cet impact. Et puis deuxièmement, on peut aussi, dans le cadre de nos travaux, réduire toute la partie, ce qu'on appelle les MES, les matières en suspension. Ça veut dire qu'on peut anticiper aussi dans nos travaux, j'allais dire, des assainissements provisoires qui nous permettront de réduire tout ce qu'on va pouvoir rejeter dans la nature, quoi. Voilà. Je reste sur le matériau, Jean-Michel Buessard. Il y a des règles pour gérer les matériaux. Il y a des méthodes qui sont connues, reconnues, définies. Mais là, c'est toute la partie laboratoire. Je crois que c'est un point crucial des entreprises de terrassement, et même des entreprises intermédiaires ou plus petites. Je crois que c'est par la classification des matériaux, par le suivi de topos, de labos qui nous permettent de faire évoluer et de valider toutes les hypothèses de traitement, de compact, de concassage, etc. Et ça, c'est très technique. C'est un point qui fait notre force et qui est la base de discussion du suivi du chantier, de cette fameuse évolution. Je crois que le labo, c'est les entreprises qui ont des forts labos, c'est principal, quoi. Je veux dire, c'est indispensable. Et je crois que dans le choix des entreprises, en parlant au maître d'œuvre, je crois que de prouver que sur ce point on est très fort, c'est important. Je vais revenir sur un sujet qui a été déjà abordé. L'entreprise de terrassement revendique d'une certaine façon une espèce de gestion, d'un pilotage, puisque c'était ce qui a été retenu par Jean-Philippe Riat tout à l'heure comme définition, le pilotage général. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer de quoi il s'agit au-delà de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment c'est peut-être arrivé historiquement, et pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi c'est une spécificité chez nous, les uns et les autres? Je vous laisse librement. Moi, je pense que sur un marché, un Touark ou un TAC, souvent on a une part de marché qui n'est pas forcément la plus importante, parce que d'abord on ne travaille pas cher, les terrassiers. Ensuite, on n'a pas de matières premières. Et puis, mais en fait, on est souvent ceux qui sommes là le plus longtemps. Et dans tous les cas de figure, on est les premiers. Ça veut dire qu'on donne le ton, on donne le là, et l'ensemble de nos confrères s'adapte. Et je crois que c'est ce qui était à l'origine des entreprises de cette même mise un peu des terrassiers sur l'ensemble des chantiers.
y compris dans des chantiers plus modestes. Parce que là, on a parlé on a vu des photos de TGV, d'autoroutes, même sur des chantiers intermédiaires. S'il y a quelques années, les routiers étaient un petit peu le chef d'orchestre, aujourd'hui, c'est passé au terrassier parce qu'en fait, on a la partie la plus longue et la plus technique et la plus changeante du métier. Laurent Amar, Jean-Philippe Riat, vous avez quelque chose à ajouter ? Je pense que le terrassier, c'est lui qui donne le fil conducteur, je veux dire, de l'ouvrage. Il y a plusieurs manières de faire un chantier de terrassement. Le mouvement de terre peut être varié, il y a tout un tas de paramètres qui interfèrent. Et je pense que, comme on est là du début jusqu'à la fin, on donne un peu le ton, on donne la ligne directrice du chantier. Et c'est pour ça que je pense qu'on a vraiment ce rôle de pilotage. Ouais, c'est d'autant plus vrai sur les chantiers plus petits. Jean-Michel, tu as raison. On voit des grosses réalisations, et même là c'est vrai, mais en fait il y a des structures qui accompagnent maîtrise d'œuvre dans les services de la maîtrise d'ouvrage qui font qu'en fait on est sur des réalisations, on va dire, un peu plus collectives. Dès qu'on passe sur des chantiers un peu plus petits, qu'ils soient urbains ou en campagne, le terrassier, il est là du début à la fin. 2, on a des gens qui sont quand même capables d'appréhender les changements et de les anticiper. Et on a d'autres métiers dans les travaux publics, je pense aux canalisateurs, je pense aux routiers, qui se sont longtemps cantonnés en fait, à venir faire la prestation de leur métier, qui leur a été dévolu dans un marché à l'outil ou pas d'ailleurs, peu importe, en ayant l'habitude que le terrassier préparait l'arrivée. Et quand les choses n'étaient pas prêtes, c'était toujours la faute du terrassier. Et c'est sur le terrassier qu'on a tapé. Le terrassier, à force de se faire taper dessus, il a dit écoutez, moi on me tape dessus, mais c'est moi qui vais prendre les choses en main, et c'est moi qui vais dire quand tu arrives et quand on fait les choses. Je pense que ça a été une longue évolution, en fait. On a vu un petit peu le cas d'école, sauf à un moment où nous avons parlé un peu d'aléas. Je vais revenir justement sur les aléas, parce qu'on a parlé de l'aléa sol. On va peut-être rentrer plus précisément dans le détail. Laurent Amar, si vous voulez bien, cette matière première qui est le sol, quand il y a des modifications, des changements, quel est votre mode de fonctionnement, quelle est votre démarche ? Le sol, c'est la base de tout, on l'a vu. On l'a vu sur le propos introductif du président, on l'a vu dans le film. On peut faire toutes les reconnaissances qu'on veut, on peut faire tous les sondages, toutes les interprétations qu'on veut en bureau. Quand on est dans la vraie vie, forcément, il va y avoir des accidents géologiques, il va y avoir des évolutions qui font qu'on ne va pas trouver le bon sol. Puis après, il peut y avoir des modifs. C'est-à-dire que tel ouvrage qui était prévu à tel endroit, on va le faire à tel autre. Et puis, tel ouvrage qui était prévu d'être réalisé à tel moment va être fait dans tel autre moment. Et donc ça a un impact sur le sol. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le sol, c'est facile, c'est 3 choses. C'est des grains. Alors ils sont gros, ils sont durs, ils sont plats, ils sont en interaction, mais c'est des grains. C'est de l'eau. Alors elle est liquide, elle est gelée, elle est sous pression, elle n'est pas sous pression, et c'est de l'air. C'est que ces 3 choses. Et avec ces 3 choses, on a tous les sols qui existent. Et toute la complexité, c'est de croiser ces 3 paramètres avec les conditions de réalisation et de faire en sorte que, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, la valeur ajoutée, le savoir-faire, l'expertise du terrassier, c'est d'arriver à faire cohabiter ces paramètres de la manière la plus optimale, la plus économique pour une réutilisation. Et c'est ça le métier du terrassier. Et voilà pourquoi le paramètre sol est important. Et ces décisions, elles ne sont pas prises seules, elles sont forcément prises avec un maître d'œuvre, avec un maître d'ouvrage, avec un client, tous ensemble, pour trouver la solution optimale. Il y a la terre. Pardon, j'utilise un mot que les terrassiers n'utilisent jamais. Il y a le sol, je vais dire la terre, mais il y a aussi le ciel. Donc il y a l'eau du ciel, l'eau de la terre certes, mais aussi l'eau du ciel. Jean-Philippe Riat, la météo, Jean-Michel Bézard en a parlé un petit peu. Ça se gère aussi plus ou moins bien. On a l'habitude de dire que l'eau est l'ennemi des terrassiers. Je crois que c'est un peu vrai. Alors, on a 2 types de matériaux. On a des matériaux qu'on considère comme insensibles à l'eau, qui sont des matériaux plutôt en général granulaires, des matériaux granulaires propres.
Alors quand on parle d'insensibilité à l'eau ou de propreté, en général, on fait toujours allusion à la quantité de fines et de matériaux argileux qu'ils contiennent. Donc, matériaux insensibles à l'eau. Et puis après, de l'autre côté, on a les matériaux qui sont sensibles à l'eau. Ces matériaux sensibles à l'eau, c'est plus généralement des solfains qui contiennent des proportions d'argile relativement importantes. Et cette argile, en présence de l'eau, confère donc une sensibilité, alors qui a des incidences qui sont relativement importantes pour nos métiers, d'où la nécessité de travailler dans des conditions météorologiques qui sont favorables, comme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand il y a de l'eau et quand il y a de l'eau dans les matériaux fins, on a des problèmes de sécurité, des problèmes de glissance du matériel, on a des problèmes de qualité d'ouvrage. Ça veut dire que quand la quantité augmente sur un sol fin, on a des caractéristiques mécaniques des matériaux qui diminuent. Donc les objectifs qu'on a pu se fixer au travers de la réutilisation d'un matériau à l'instant T peut être différente si on l'utilise avec une quantité d'eau qui sera supérieure. Et puis après, on a évidemment pour nous, déjà comme le dit Jean-Michel, que nos prix ne sont pas assez élevés, on a évidemment pour nous des problèmes de traficabilité, de problèmes d'engins qui vont moins vite, de baisse de production liée à cette présence d'eau. Qui dit baisse de production dit augmentation des coûts. Vous savez, en chantier de terrassement, une variation de teneur en eau importante, c'est-à-dire des pluies qui tombent sur un chantier, peuvent rapidement baisser la production par deux. Donc ça veut dire que ça augmente le coût d'autant. Donc c'est aussi une incidence importante pour les terrassiers. Jean-Michel Vuessa, on est en plein dans l'adaptabilité, là. Comment elle fait, l'entreprise, quand elle se trouve confrontée à ce genre de problématiques ? Mais là, c'est là où le fait d'avoir un excellent maître d'œuvre est important. Je crois que c'est à l'apparition de tous ces problèmes, que ce soit des problèmes de matériaux, des problèmes de météo, des problèmes environnementaux ou de délai. Il est important de discuter avec nos maîtres d'œuvre, parce que dans tous les cas de figure, ça engendre des changements, des problèmes et à la fin des discussions financières. Et l'échange intellectuel sur ces sujets, l'analyse intellectuelle et l'échange nous permet de faire une équipe qui fait qu'à la fin, on réalisera quand même un ouvrage au prix le plus compétitif possible, parce qu'on a quand même toujours un problème de coût dans notre métier. Et c'est là que moi, ce que j'appelle l'équipe maître d'œuvre entreprise a tout son sens. C'est bien ça. Il n'y a pas que l'entreprise qui doit avoir des réponses, Laurent Amar. Il y a aussi une collaboration. Le client peut avoir des idées lui-même. C'est une occasion pour lui. Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça, que le client ait des idées, heureusement. Bien sûr que l'entreprise, elle propose des solutions. Elles sont toujours, j'utilise un mot à la mode, elles sont co-construites. Le client, il peut avoir une idée de solution, de mise en œuvre différente. Il peut avoir, je l'ai un peu dit tout à l'heure, il peut avoir aussi des besoins qui changent, le client. Le client, il peut dire, moi, tel ouvrage qui était prévu à tel endroit, finalement, il ne va pas se faire là, il va se faire là-bas. Et le là-bas par rapport à le là, souvent, c'est plus le même sol. Et puis, le client, il peut avoir aussi des impératifs de délai ou de période de réalisation. C'est-à-dire qu'un ouvrage ou une partie d'ouvrage qui était prévu d'être réalisé à telle période de l'année va être réalisé à telle autre période de l'année. Et ça a des incidences, Jean-Philippe nous l'a dit tout à l'heure, parce que la météo n'est pas la même. Mais ces modifications, on parle de coûts, ce n'est pas forcément des choses qui vont être plus chères et plus compliquées à réaliser. Ça peut être aussi des adaptations qui vont être plus économiques et plus rapides. Et ça, c'est des décisions qui doivent être prises conjointement dans le cadre de l'économie d'un marché, parce que, on l'a vu au départ, il y a un DCE, il y a une soumission, super, on a gagné, et il y a un contrat qui a été signé. Et ce contrat, il tient un peu tout le monde, et on ne peut pas faire trop n'importe quoi. Surtout qu'on est souvent dans des marchés publics, puisque le public de travaux publics, c'est le même. C'est le service public, c'est l'utilité publique. Et vous savez qu'en France, le droit public, il est un peu exorbitant pour la personne publique. Et donc, on gère en même temps ces aspects très techniques, ces aspects de planification et ces aspects contractuels. Et là, Jean-Michel, 100% d'accord, mais enfin, on verra ce que nous dit Gilles Cartier. Mais s'il n'y a pas une équipe et s'il n'y a pas cohésion et cohérence entre l'entreprise, son maître d'œuvre, son maître d'ouvrage, on va dans le mur à tous les coups. Et quand même, il y a quelque chose qui me fait un peu réagir. Vous dites on peut trouver une solution moins chère. Jean-Philippe Riat, vous confirmez ? Bien évidemment. J'avais cru comprendre que c'était toujours plus cher. Non. Je dirais un projet, il peut évoluer.
Il peut évoluer parce qu'il y a des raisons techniques qui font qu'il évolue, parce que le maître d'ouvrage a d'autres contraintes, mais il peut évoluer aussi parce que l'entrepreneur souhaite le faire évoluer, parce qu'il a des idées, et je crois qu'on n'en manque pas. Et à ce moment-là, on peut trouver des solutions. Alors, on est plus dans la recherche de solutions variantes, mais on peut aussi trouver des solutions qui font que l'ouvrage peut aussi coûter moins cher, notamment sur l'achat de fournitures, comme vous disiez tout à l'heure, pour des solutions variantes, réutilisation des matériaux du site. Enfin, il y a autant de solutions que de problèmes. Hein. Jean-Michel Biesa, vous êtes d'accord aussi? Le troisième entrepreneur, vous confirmez? Je pense qu'il faut sans cesse compter, quoi. Je crois que savoir compter dans notre métier, c'est hyper important pour tout le monde. Se rendre compte des conséquences directes de nos problèmes et le partager avec nos maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. Parce qu'après, à la fin, on n'est pas payé et on n'avance pas, quoi. Et je crois que c'est important de partager ses coûts, de les échanger et de chercher à avoir le meilleur rapport qualité-prix. C'est le meilleur moyen pour nous gagner de l'argent ou pas en perdre. Et le maître d'ouvrage être satisfait de nos relations et de son ouvrage. Gilles Cartier, oui, pardon, Laurent. Enfin, c'est moi qui jetais Pour la terminer pierre. avec les entrepreneurs, oui. Ouais, bon, comme ça en boucle. Hein. Oui. La performance, elle ne s'est jamais mesurée au chiffre d'affaires réalisé par les uns et les autres. Hein. Le juge de paix, c'est le résultat. Donc que ce soit plus cher ou moins cher, c'est pas très important. Gilles Cartier, votre point de vue, En fait, ce qui vient d'être dit. Là. Bon, j'ai envie de dire que bien sûr, ce sujet des relations entre le maître d'ouvrage, enfin le client et l'entreprise, c'est un peu une tarte à la crème. Hein, on pourrait en parler toute l'après-midi. D'autant que je constate que finalement, dans beaucoup de dossiers, maintenant, il y a plus de juristes que d'ingénieurs. Personnellement, je le regrette. Parce que je pense que nos ingénieurs sont bien formés et qu'ils peuvent faire ce travail. Mais enfin, c'est malheureusement parfois plus facile pour certains de mes collègues d'aller demander l'avis du tribunal administratif que de prendre leurs responsabilités. Bon, c'est quelque chose que personnellement je regrette. Je le regrette d'autant plus que le terrassier, j'allais dire, il n'a pas le choix, il ne s'arrête pas, quoi. Alors, il n'a pas le choix parce que économiquement, ce n'est pas son intérêt. Il a ses engins, il a ses hommes. Il n'a pas d'unité de lieu. C'est assez différent d'autres métiers où, à la limite, assez rapidement, on peut se repositionner sur d'autres affaires, sur un chantier pas très loin. Là, même si le chantier est de moyenne importance, j'imagine que l'entrepreneur a mis une bonne partie de ses moyens. Donc il n'a pas tellement le choix économiquement. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas dans son ADN, c'est pas dans sa culture d'entreprise. Donc finalement, lui, il a affaire à un problème, il va essayer de le régler. Et effectivement, il faut qu'il ait à côté de lui un client qui soit effectivement j'allais dire un équipier, c'est peut-être pas le mot, mais enfin qui apporte du répondant, un partenaire. Et c'est d'autant plus vrai que je trouve que franchement, c'est la partie la plus exaltante du métier, enfin, pour ce couple entrepreneur-client, de régler les problèmes, parce que consigner ce qui marche, c'est pas très rigolo. Il y a un côté exaltant, il y a un côté très professionnel également, de trouver la meilleure solution, la moins coûteuse, la plus astucieuse. Et ça, il faut que ce soit le fruit d'un travail conjoint. Alors l'entrepreneur, lui, bien sûr, il amène son professionnalisme, il amène son innovation, peut-être son labo, ses experts. Il faut qu'il amène aussi un éclairage financier. C'est souvent d'ailleurs le côté le plus obscur, je dirais, du dossier qui fait que tout le monde y va en marchant sur les œufs. Et là, j'allais dire, il faut beaucoup de transparence dans les propositions, pas hésiter à faire un peu de multicritères. Et parfois, le client, moi je l'ai été, préférera dépenser tout de suite plus et être complètement certain qu'il ne prend pas de risque, pas de nouveaux risques. Parce que quand il faut retourner une deuxième fois devant une commission marché, c'est pas très rigolo. Se faire engueuler une fois, ça peut aller. Deux fois, ça commence à frôler l'incompétence. Donc là, il y a un couple à faire. Alors, je dirais, il faut effectivement que l'entrepreneur soit transparent, professionnel, innovant, et il faut que le client il soit décideur, tout simplement. C'est ce qu'on lui demande. Et pour faire tout ça, on a parlé tout à l'heure des contrats, de la procédure d'appel d'offres. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à bâtir des dossiers, quitte à passer un petit peu plus de temps en études. Alors, il faut choisir une bonne ingénierie, hein, bien sûr. Il faut des dossiers super costauds.
Parce qu'après, les aléas, c'est les aléas, c'est la vie, c'est l'ouvrage qui n'a pas pu être livré à temps, enfin, qui n'a pas pu être libéré à temps, le sol qui a révélé quelque chose qu'on n'avait pas vu. Mais quand c'est une suite d'erreurs, ça, c'est pas pardonnable. Donc les dossiers, ils doivent être en béton, de façon à partir, enfin, en terre très bien compactée, de façon à ne pas partir sur de mauvaises bases. Ça, c'est le rôle du maître d'ouvrage. Et je crois que c'est ce qui peut apporter de plus précieux à son entrepreneur. Parce qu'au moins, on joue sur un terrain bien compacté, bien stable. Et puis, l'entrepreneur, lui, il faut qu'il réalise un dossier qui soit bien détaillé. Bon, comme je le disais tout à l'heure, qui montre qu'il a compris le sujet, c'est la moindre des choses, mais qui soit bien explicite. Et moi, j'ai souvent répondu à certains d'entre vous qui me posaient des questions sur des affaires où il y a prescription. Mais quand même, on savait faire. Bah oui, tu savais peut-être faire, mais tu l'as dit en 10 pages. Il en aurait fallu 50, donc on t'a pas retenu. Voilà. Et je pense que c'est, quand on a cette attitude en tant que client, plutôt un service qu'on rend à l'entreprise. Parce que, encore une fois, un chantier, d'ailleurs ça n'a jamais été dit depuis le début, c'est pas un lieu de bataille pour les juristes. Il ne faut pas que ça le devienne, à mon sens. Merci. Nous allons passer à la deuxième partie de cette discussion. On a vu déjà dans le film, vous l'avez évoqué plusieurs fois au cours de cette première partie, l'aspect matériel et l'aspect moyen humain. On va d'abord parler des matériels. Ce qui caractérise quand même les entreprises de terrassement, c'est ces gros machins. C'est toujours impressionnant à Intermat d'aller visiter parce qu'on a une vraie échelle de ce qui se passe sur les chantiers. Le matériel, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de lourd, c'est un investissement. Pour vous, Jean-Michel Bézat, surtout avec une entreprise de la taille de la vôtre, c'est une grosse part. Mais le matériel, je crois que c'est quand même la base du terrassier au départ. Bon. Nous, on est une PME, on est 450, on a 300 machines. Alors, je crois que c'est la force de l'entreprise, c'est la force. Peut-être un peu moins aujourd'hui qu'hier. On a tendance, hier, on investissait, on voulait avoir toujours le plus gros, le plus de matériel. Aujourd'hui, on est devenu gestionnaire, on sait les vendre, on sait les gérer, on est moins prétentieux, je dirais. Mais malgré tout, c'est souvent... Alors j'ai un peu l'habitude de dire, quand on parle à nos gestionnaires dans les entreprises, à nos comptables, quand on leur dit qu'on achète une machine qui vaut 500 000 euros et qu'on a 6 mois de travail et qu'il faut l'amortir sur 5 ans, souvent ils nous disent qu'on n'est pas tout à fait fini. Mais ils n'ont pas tort des fois un peu. Et c'est ce qui fait qu'après il faut la faire travailler et c'est ce qui fait aussi qu'on existe et qu'on prend des affaires. Bon, je pense que c'est une partie importante. Le matériel évolue aussi beaucoup. Il faut être à la pointe de la technicité, des rendements. On se bat entre nous parce que là, on est assez collègues dans ce métier. C'est un peu la particularité. On est assez collègues, mais toute l'année, on se bat et on arrache des affaires à 1 à 2%. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut être plus rentable, plus performant que le voisin. Il n'y a pas 50 solutions. Plus intelligent enfin, essayer d'être plus intelligent, c'est pas facile, et être plus performant. Et je crois que cette gestion de matériel, c'est un point crucial d'une entreprise. Et quand on se trompe là-dessus, ça finit vite mal. Ces moteurs, cette émulation, ça doit vous booster un petit peu. Laurent Amar, ce matériel, on l'entretient, on le fait tourner. Oui, parce que Jean-Michel nous l'a bien expliqué. Quand on a acheté du matériel qui vaut très cher, qu'on amortit sur 5 ans, sur 4 ans, quand vraiment, et qu'on a 6 mois de travail devant nous, forcément, on a besoin qu'il soit opérationnel. Et puis, il y a la panne, donc, il est cher, il faut qu'il soit efficient. Et on mesure ce truc qu'on appelle l'efficience. L'efficience, ça veut dire qu'il faut qu'il ne soit pas arrêté, il faut qu'il soit le moins en panne possible. Et pour qu'il ne soit pas en panne, le matériel dans une entreprise, il faut que le parc ne soit pas vétuste. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'un matériel vieux tombe plus souvent en panne qu'un matériel moins vieux, on va dire. C'est valable pour tout le monde, ça, d'ailleurs. Et puis, il faut l'entretenir. Bien sûr qu'il faut l'entretenir. Et on a tous, dans nos entreprises, des équipes de mécaniciens, alors qui ont une vraie spécificité, une vraie particularité. Nos mécaniciens, c'est que ils travaillent sur les chantiers parce qu'il faut arrêter les machines le moins longtemps possible pour faire des réparations aussi sur le chantier, quelles que soient les conditions,
de sol, on en a parlé tout à l'heure, de météo, on en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir redémarrer le plus vite possible. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est la notion d'échelon. C'est que dans le terrassement, on a vu extraction, transport, mise en œuvre. Une machine de production, elle a derrière elle souvent tout un échelon, on appelle comme ça, de transport. Et quand on a une pelle de production ou un pousseur d'un échelon de décapeuse, je vais dire, de scrap qui est arrêté, ça veut dire que toutes les machines sont arrêtées tant que la machine qui doit être réparée ne l'est pas. Et ça, en termes de rentabilité, sur un chantier, avec les prix qui sont pratiqués, Jean-Michel le disait, hein, on ne vend pas les choses très chères, donc c'est un vrai problème. Donc oui, on a des mécanos, et oui, on fait de l'entretien de manière préventive pour avoir l'efficience la plus haute possible. Et c'est quelque chose qui est assez différenciant entre nous. Jean-Philippe Ria, un commentaire éventuel? Je crois que l'essentiel a été dit. L'investissement d'une entreprise de terrassement est lourd, est très important. Et aujourd'hui, au-delà de l'amortissement comptable, il faudrait qu'une entreprise de terrassement puisse avoir une vraie stratégie de moyen terme, voire de long terme sur ce qu'elle veut faire, sur le type de travaux qu'elle veut faire, sur le type de matériel sur lequel elle veut investir. Et ça, malheureusement, ça ne va pas de pair avec le manque de visibilité qu'on a aujourd'hui sur les programmes de travaux et le manque de grands travaux qu'on a. Donc ça, je pense, c'est une vraie question. Je rajouterai un petit mot. Si... Oui. Je pense qu'il y a le choix de ce métier, on l'a vu un petit peu avant, c'est un métier compliqué où on fait beaucoup d'heures, où c'est difficile. Mais il faut aimer le matériel. Je crois que quand on a vu les gens parler, on sent que c'est des gens qui sont amoureux. Et quand on voit un chantier qui fonctionne bien, avec une noria de camion, que tout est fluide, tout est agréable, et c'est là où ça nous ressource, les gens du métier. C'est peut-être tout bête, mais c'est quand même très agréable à regarder. Et si on n'a pas, même de temps en temps, ces plaisirs, c'est ça notre matériel. On y tient, on tient à nos couleurs, à nos affiches, à notre image. Et je crois que c'est un peu l'ADN du terrassier aujourd'hui. On voit de moins en moins de terrassiers louer le matériel. À un moment, on louait. Aujourd'hui, on a quand même notre matériel propre. Et c'est notre image et la motivation de beaucoup de nos gens. Il y a de la fierté, hein. Oui, tout à fait. On le constate avec plaisir. On a vu... Oui, bien sûr. Si vous permettez, non, parce que je vous en prie. Il faut de la fierté, il faut que les gens soient un peu fondus, parce que moi qui traîne un peu, vous l'avez dit en introduction, mes basques à l'Interpro et qui côtoie d'autres branches professionnelles, des gens qui investissent autant, donc qui ont des grosses IMO dans leurs entreprises, qui prennent des risques, parce qu'on a vu l'aléa sol, on a vu l'aléa météo, on a vu, qui n'ont pas une visibilité énorme, et qui, quand tout se passe bien, les bonnes années vont sortir 1% et tout le monde est content, mais ça existe nulle part ailleurs. Pour un banquier, c'est une vision d'horreur, ça. C'est juste impossible. Il faut le savoir. Donc, il y a forcément d'autres ressorts qui nous animent. On a bien vu cet attachement, on l'a vu aussi dans le film tout à l'heure, ça fait une liaison pour parler des hommes ou des femmes, parce que j'ai vu que les conductrices d'engins, c'était quand même quelque chose de très important, avec de superbes yeux dans lesquels on se noie. J'imagine que les hommes pèsent autant, puisque ces fabuleux matériels dont vous êtes visiblement amoureux, les tripes de chacun d'entre vous doivent être remuées à chaque fois. Donc on va parler un petit peu des hommes, on va parler un peu de ce métier de terrassier, si vous voulez bien, et des compétences que cela exige pour exercer à peu près à tous les niveaux. Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs compétences, Laurent Amar. Quelles sont-elles pour être terrassier aujourd'hui ? Super question, là. Adaptabilité, réactivité, pilotage général, mais encore. Les forces vives dans les entreprises, elles sont le fruit de l'expérience et du vécu des entreprises. C'est des compétences qu'on a fabriquées vraiment sur le long terme. Avec un état d'esprit, elles sont toutes différentes, nos entreprises, et les collaborateurs sont tous attachés, je pense, à l'entreprise dans laquelle ils évoluent. Et le vrai risque aujourd'hui, c'est de devoir réduire l'activité et de devoir demain prendre la décision de se séparer de ces compétences. Pour les reformer, pour les retrouver, mais de la même manière que quand on va se séparer d'un parc matériel.
Il suffira pas d'aller chercher à l'école tant d'ingénieurs, tant de BTS, Il faut combien de temps pour former tant de quelqu'un CAP. Un membre d'une entreprise, il faut combien de temps pour le former? Vous estimez qu'on est efficace sur le chantier? C'est vachement compliqué. Moi, j'ai commencé par faire de la géotechnique dans le groupe qui m'emploie depuis 25 ans. Et on avait l'habitude de dire que, bon, géotechnicien, une fois qu'on a compris les essais, comment tout ça fonctionnait, il fallait au moins 10 ans avant d'avoir simplement vécu, en fait. Avoir été confrontés les uns et les autres à des problématiques et à des cas de figure qui sont suffisamment différents et suffisamment riches pour faire en sorte que le coup d'après, on ne va pas refaire la même connerie et qu'on va s'enrichir de ce qu'on aura vécu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut à la question que vous m'avez posée. Oui, mais... tout à fait. Bon, ce métier est exigeant, il exige des compétences, il exige une formation, il exige des investissements, il exige de la passion. On a envie de dire, est-ce qu'il apporte un épanouissement aujourd'hui? Jean-Michel Auria, vos collaborateurs, qu'est-ce que vous sentez? Je voulais Jean-Michel rajouter, Lézard? j'ai un peu un mot qui fait la liaison un petit peu. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est quoi notre métier? C'est acheter des machines et les revendre en heure. Jusque-là, c'est assez facile pour être loueur. Mais ce qu'on y rajoute, c'est les hommes. C'est le savoir-faire des hommes et la qualité des hommes. Et toute la différence entre nous tous, elle est là. C'est-à-dire que nos entreprises, c'est une obsession. Moi, je dis que c'est la principale richesse, malgré tout ce qu'on peut avoir comme matériel. Notre richesse, c'est les hommes, du manœuvre, ce qu'on appelle le suiveur, là, le manœuvre, au directeur. Et voilà un petit peu ce que je voulais rajouter au propos de Laurent. Moi, j'ai tendance à dire que c'est vrai que le terrassement paraît être des fois un métier relativement simple. Je pense que c'est un métier extrêmement complexe. Et moi, je compare souvent le terrassement au golf. Je dis, bon, pour ça, j'en fais pas, ça tombe bien, mais pour jouer au golf ou pour faire du terrassement, il faut des années d'expérience. Je crois que Jean-Michel et Laurent l'ont dit. Pour avoir un géotechnicien, mais pour avoir un bon directeur de travaux aujourd'hui, il nous faut un ingénieur qui a 10 ans d'expérience, donc 25 plus 10, on est à 35 ans. Pour avoir un bon conducteur de pelle qui travaille vraiment avec dextérité, il faut plusieurs années de pratique. Donc on est sur des métiers où il faut que la formation de nos gens est essentielle. Et là, ça repose aussi le problème de la visibilité de nos chantiers. Quand on ne sait pas ce qu'on va faire dans 6 mois, dans un an, parce qu'on n'a pas les marchés, on n'a pas de visibilité, c'est compliqué pour savoir comment on va dimensionner notre entreprise, comment on va trouver les gens, comment on va les former, combien on va en former. Et puis ça pose également le problème de notre outil de formation. On est tous à intervenir dans pas mal d'écoles. Qu'est-ce qu'on fait demain en fonction de quelle visibilité on aura pour demain, quoi. C'est encore une vraie question. Est-ce que c'est un métier qui est encore attractif pour les jeunes? Est-ce que vous en voyez beaucoup qui viennent vous voir? Oui. Mais bien sûr, mais heureusement, quand on a vu cette jeune fille là, toute pleine d'émotions dans ce film, c'est un métier qui fait vibrer. C'est le plus beau métier du monde. C'est un métier qui fait que le produit du travail, il est visible. C'est-à-dire, quand on a fini, il est visible, on peut le donner à voir à sa famille, à ses amis, à ses collègues. On peut passer en disant là, qui l'a pas fait ici? Ça, c'est moi qui l'ai fait. On n'a jamais fait tout seul. On a toujours été entre 50 et quelques milliers pour réaliser tous ces chantiers. Mais il a ça de particulier qu'il laisse une trace, et il laisse une trace pour longtemps. Voilà. Et ensuite, chaque chantier, c'est quelque chose de particulier. On n'est pas dans l'industrialisation, on n'est pas dans la production de masse. On est sur du sur-mesure. Donc on fait un proto, une pièce de haute couture à chaque fois, avec un assemblage de compétences, un peu comme dans les ateliers des grands créateurs. En tout cas, c'est l'image ou l'idée que je m'en fais, où des spécialistes de la couture de ci, des spécialistes de la broderie ça, et ben nous, on a des niveleurs, on a des mineurs. Voilà. Donc oui, il est attractif. Après, il ne faut pas se leurrer, il a évolué. C'est-à-dire que le métier d'aujourd'hui, ce n'est pas le métier... ne serait-ce que d'il y a 25 ans, quand moi j'ai commencé. J'imagine que les conditions de travail aussi ont beaucoup évolué. Oui, c'est un peu la même chose, quoi. Je veux dire, il est attractif, je crois, beaucoup pour les jeunes, pour deux raisons. Parce que ce n'est pas aussi dur que ce que c'était avant. Hein, parce que conduire un scrap sans cabine ou 10 heures par jour ou plus, et aujourd'hui conduire les machines qu'on a, qui ont fait des progrès énormes en termes de sécurité, de qualité de conduite,
d'intérêt à la conduite avec l'informatique embarquée, etc. Je crois que tout ça, ça attire quand même les jeunes qui trouvent un métier pas trop dur et agréable. Et ensuite, le dernier point sur l'attractivité, on est encore peut-être un des derniers métiers. Il y en a d'autres où on peut avoir, sans études, en partant de zéro, une évolution de carrière. On a tous des jeunes qui sont hyper motivés et qui nous surprennent, passent chef d'équipe, chef de chantier, et pourquoi pas conducteur de travaux. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de monter au-dessus, mais il y a cette évolution, et ça, quand même, ça attire des jeunes qui sont en exclusion, qui n'ont pas suivi d'études. Jean-Philippe Riat. Je pense qu'on a fait aussi d'énormes efforts depuis une quinzaine d'années de communication sur nos métiers. Donc je pense que ça renforce l'attractivité. Et comme l'a dit Michel tout à l'heure, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi on rentre dans ces métiers-là, mais surtout, je crois qu'on n'en part plus. Donc c'est bien la preuve que le métier plaît, quoi. Oui, Laurent Marc. Non, c'est vrai que le métier a changé parce qu'on entend toujours dire le terrassement plus que les autres d'ailleurs. On partait en grand déplacement, on partait pour des années avec la famille et la caravane et on s'installait et on faisait des heures et de toute façon on faisait plus d'heures que les copains qui restaient bosser à l'usine à côté de la maison. Ça c'est fini parce que la productivité, notamment des machines, ont permis d'accélérer les durées de réalisation des chantiers. La modification de la durée légale du travail, enfin bon, tout ça est passé par là et ça a changé le métier. Mais il y a un truc qui a changé en même temps, c'est que les jeunes aussi, ils ont changé. Donc ils n'attendent pas aujourd'hui, ceux qui arrivent sur le marché du travail, ce qu'attendaient nos anciens. Donc l'un dans l'autre, oui, je pense que c'est et ça restera toujours un métier attractif. Gilles Cartier, vous avez vu, j'arrive pas à les arrêter là, sur cette troisième question. Les hommes, c'est une richesse fabuleuse apparemment, plus encore que le matériel dont certains sont amoureux visiblement, mais les hommes, c'est un trésor, c'est quelque chose de très important. Quelle est votre vision à vous en tant que maître d'ouvrage? C'est un trésor pour vous aussi, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. On l'a vu dans cette introduction. Il y a, j'allais dire, un savoir-faire. Alors, savoir-faire, c'est toujours difficile de dire ce que c'est, mais enfin, on a vu que c'est des hommes qui sont formés, certains pendant plusieurs années, du matériel aussi, on en a parlé. Des experts, on a parlé du géotechnicien, du labo, enfin l'expert qui lui a roulé sa bosse d'un chantier à l'autre et regarde les sujets un petit peu pointus. Puis on a vu aussi de ces cultures d'entreprise, on a parlé d'ADN, moi je parlais de culture d'entreprise. Et tout ça, c'est un savoir-faire qui, j'allais dire, est devenu peut-être pour les clients, pour les maîtres d'ouvrage, une espèce d'évidence. Moi, c'est vrai qu'en y réfléchissant, quand on m'a posé cette question, je me suis dit, mais bah oui, on passe le contrat avec l'entreprise X, Y, Z. Alors après, on s'assure que l'offre est correcte, qu'il a bien compris qu'il a le bon prix, etc. Mais on se dit, ça va le faire. Bah, maintenant que j'ai fait tout ça, ça va le faire, parce que c'est une évidence. Il sait faire, il en a déjà fait. Et je dirais que c'est évident, je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, par rapport à ce qu'on peut vivre à l'étranger, c'est pas la même chose. Enfin, Sistra, si je prends cet exemple, a été dans 140 pays au monde. Bon, moi, j'ai pas roulé ma bosse dans 140 pays, mais un certain nombre d'affaires sur lesquelles j'ai pu participer à la réponse, à nos propres offres. Je me suis dit, mais comment ça va se passer avec l'entreprise? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est le savoir-faire de l'entreprise à laquelle on va avoir affaire en Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. Et là, on sait à quoi s'attendre. Donc ça, c'est un bien qu'il faut, je dirais, comme un ouvrage, comme un patrimoine qu'il faut absolument préserver. Parce que, j'allais dire, c'est comme les voies ferrées, c'est comme les ponts, c'est comme les routes. Si on ne les entretient pas, la première année, on ne s'en rend pas trop compte. La deuxième année, tiens, il y a un truc. La troisième, bon. Des fois, c'est même des décennies. Puis un jour, ça pète. Et le savoir-faire, c'est pareil. Quand on voit que sur certaines spécialités, c'est même une dizaine d'années, on va pouvoir rouler comme ça, laisser partir des gens, faire des discours de départ en retraite et puis se dire tout va bien. Sauf que s'il n'y a pas eu les affaires, s'il n'y a pas eu les donneurs d'ordre qui étaient là pour, je dirais, pour maintenir cette profession, il va avoir un problème. Alors, moi, j'ai pas la solution. Le président du syndicat doit co-gérer ce sujet avec les donneurs d'ordre. Mais
je pense que c'est certainement aussi la preuve que c'est un métier intéressant, un métier fluide, parce que finalement c'est devenu un peu une évidence. Oui, oui, les terrassiers en France, ils savent faire. Bah, attention, s'il n'y a pas les chantiers qui se poursuivent d'ici quelques années, il n'existera plus ce savoir-faire. Hein. Donc oui, je crois que ça a bien été dit tout ça pour cette introduction. Merci messieurs, pour cette première rencontre de cette journée et demie. Avant de passer à la suite, je vous invite à regarder une nouvelle projection. Il s'agit d'images encore sur le savoir-faire des terrassiers. Et certains d'entre vous évoqueront peut-être certains souvenirs à la vue de ces images. Je vous en prie.